Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la rediffusion des journées du RMT Maël. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5, dans lequel les émissions gazeuses des élevages seront décrites. Voilà, donc bonjour à tous. Donc Anaïs et moi allons enchaîner sur un autre compartiment que sont le compartiment R avec les émissions gazeuses. Donc Anaïs Durand du CITEPA, le Centre interprofessionnel des techniques d'études de la pollution atmosphérique, en une seule fois sans respirer, et Nadine Guingamp de l'IFIP, Institut du Port, beaucoup plus court. Donc en fait, on vous a prévu un petit programme sur lequel on va commencer par des éléments de contexte. On vous montrera les chiffres clés qui ont été obtenus par rapport aux émissions directes, avec l'ensemble du détail des calculs, mais aussi l'impact sur l'azote, parce que c'est quand même un composant sur lequel on focus tous beaucoup. Et puis, on va essayer d'ouvrir sur comment réduire ces émissions, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre en fonction des productions, avec les contraintes associées. Deux petits points d'attention pour finir, et bien sûr, des messages clés. Je passe la parole. Merci Nadine. Magnifique. Alors, donc, comme on disait, on va commencer par planter un petit peu le décor et donner quelques éléments de contexte qui sont issus de l'inventaire national produit par le CITEPA, tant qu'à faire, voilà. Donc là, les chiffres que vous voyez qui s'affichent à l'écran, ce sont donc les chiffres qui sont produits chaque année. Et à ces chiffres, avant d'en discuter, je souhaitais juste souligner deux points d'attention qui sont importants. Le premier, c'est que les chiffres ici sont associés à une édition. Vous voyez, il y a marqué édition 2024 pour l'année 2022. Chaque année, les chiffres, du coup, sont republiés et chaque édition annule et remplace la précédente. Donc, quand on discute de chiffres, c'est important d'avoir en tête l'édition en question, puisqu'en fait, d'une année sur l'autre, les méthodologies évoluent, les connaissances également, et donc les résultats et les chiffres associés aussi. Le deuxième point d'attention, c'est par rapport au périmètre géographique. Là, vous avez trois substances qui sont présentées, le CH4, le N2O et l'ammoniac. Et ce fameux total national dont je vous parle, eh bien, en fait, il dépend de la substance. Pour les gaz à effet de serre, on va parler de la métropole et des territoires outre-mer inclus dans l'UE. Par contre, pour l'ammoniac, on va se concentrer uniquement sur la métropole. Donc, à nouveau, voilà, c'est des petites choses qu'il est bon d'avoir à l'esprit quand on compare des chiffres, et c'est notamment ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ces chiffres, ils présentent les résultats pour l'année 2022, tous secteurs confondus. Et là, l'idée, c'était de remettre en avant l'élevage. Donc, sur ces graphiques, il faut vous concentrer sur les nuances de bleu. Le bleu le plus foncé, ça va correspondre aux émissions des animaux et les émissions liées à la gestion de leur déjection. Le bleu, oh magnifique, merci Nadine. Le bleu un petit peu plus clair, ça va être les engrais, les amendements organiques, donc les déjections épandues. Et enfin, le bleu encore plus clair, les déjections à la pâture. Si je passe en revue les différentes substances, si on commence par le méthane, donc le chiffre qu'on garde bien en tête, c'est que pour le méthane, on a globalement 70% des émissions qui sont liées aux élevages. Et au sein de ces émissions de méthane, la plus grosse partie est attribuée à la fermentation entérique des ruminants, dans lesquels on retrouve une grosse contribution des bovins. Pour le N2O, la contribution de l'élevage, elle est un peu plus réduite, on est plutôt sur l'ordre de 25%, avec une répartition entre les postes un peu plus homogène. Et du coup, le poste vert que vous voyez apparaître, ici les 62%, ce sont le reste des émissions agricoles. Donc, du coup, quand nous, on considère élevage, ici, on a dit donc, la gestion des déjections au bâtiment, au stockage, à l'épandage, ainsi que la pâture. Mais ça ne constitue pas l'ensemble du secteur agricole, comme on l'entend au sens des inventaires, en tout cas. Et donc, dans ce gros poste N2O restant, ce que je voulais souligner, c'est que donc, pour moitié, on va dire 30%, le N2O est lié aux engrais minéraux. Et le reste, c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes de N2O. Donc attention, le terme indirect, on l'utilise de différentes manières selon les personnes et selon les contextes. Ici, les émissions indirectes de N2O, ce sont les émissions qui ont bien lieu sur le territoire, mais ce sont des émissions de N2O suite soit à la redéposition d'ammoniac et de NOx, soit à l'azote qui est parti dans l'eau. Et donc, là, dans ce camembert-là, on a donc 30% des émissions de N2O qui sont liées à ces émissions indirectes. Et finalement, ces émissions indirectes, il y en a une partie qui est quand même à attribuer à l'élevage, qui ne ressort pas forcément ici.
La dernière substance, c'est celle pour laquelle on met très souvent du coup l'agriculture au centre du coup des débats, c'est l'ammoniac, puisque donc le secteur contribue largement aux émissions d'ammoniac. Et là, du coup, on a vraiment une répartition assez équitable, on va dire, entre les différents postes, que ce soit du coup au bâtiment, à l'épandage à la pâture, ou encore les engrais minéraux, qui sont du coup la partie verte, en gros, qui reste sur le camembert. Donc nous ici, l'objet du coup de la présentation que vous allez avoir ici, ça va être toujours de se concentrer sur ces petits camemberts bleus et qu'on va pouvoir détailler et regarder pour un petit peu mieux comprendre plutôt ces émissions. Du coup là, ces chiffres, en fait, donc, comme je vous disais, c'est national, ce sont des statistiques nationales avec un degré de granularité qui est plus ou moins fin en termes de géographie selon les paramètres qu'on considère. Mais on peut dire qu'en gros, ça nous donne une espèce de ferme moyenne France qui émet tout ça. Sauf que derrière, si on veut essayer d'un peu mieux comprendre ces émissions, pour essayer notamment de les réduire, essayer d'un peu mieux les caractériser, c'est important d'avoir du concret aussi derrière. Et c'est aussi pour ça que le travail du RMT est important et cette méthode qui a été appliquée a également un intérêt là-dedans, c'est d'être reparti de 4 types. Donc, comme ça vous a été présenté au début, eh bien là, en fait, on a vraiment des fermes avec des modes de production, des modes de gestion au bâtiment qui permettent finalement de mieux comprendre quels sont du coup ces types de fermes qui sont émettrices et qui derrière donneront aussi des billes pour identifier les leviers. Alors, donc la méthode, elle vous a été présentée précédemment. Donc, ces 4 types. Ici, il y a une petite astérix qui indique qu'on a mis à jour les modalités de logement pour les bovins, puisqu'en fait, dans les 4 types qui ont été considérés, en gros, on se retrouve avec une distribution des types d'effluents au niveau national qui est très différente de ce qui sort des enquêtes qui sont issues des statistiques du ministère de l'Agriculture. Donc, ces 4 types, ils ont été légèrement adaptés. Ces 4 types, ensuite on les extrapole au niveau national pour du coup avoir l'ensemble des émissions. Vous avez ici les différents postes qui sont rappelés, donc les émissions au parcours et au pâturage, les émissions au bâtiment, au stockage et traitement et à l'épandage. Et donc, juste une mini précision pour ceux qui sont très intéressés par les méthodes, le calcul des émissions, il est fait selon des guides internationaux, donc EMEP 2019 pour les polluants, et l'IPCC 2019 pour les gaz à effet de serre. 2 livres tout à fait intéressants que je vous conseille vivement. Sans plus attendre, les résultats. Les voilà. Alors, première chose, où du coup, ça on était aussi content, c'est que finalement, on compare les résultats entre les différents exercices et les chiffres obtenus grâce à cette méthode de 4 types extrapolés, ils sont cohérents avec les chiffres qui sortent de l'inventaire national. Une fois qu'on s'assure de cette cohérence, eh bien derrière, on peut aller un petit peu plus zoomer en fait sur ces émissions. Et donc là, les graphiques qui vous présentent en fait ces émissions réparties par production animale. Que ce soit donc pour le méthane, le N2O ou l'ammoniac, eh bien donc le message qui repasse sur les différentes présentations depuis le début, c'est qu'on retrouve la prépondérance des bovins qui reste du coup majoritaire sur l'ensemble des substances que l'on étudie. Un plus encore particulier sur le méthane, majoritairement en lien avec la fermentation entérique, où donc les bovins restent très largement majoritaires. On note quand même que pour l'ammoniac, on retrouve les productions porcines et volailles en contributeurs, donc certes légers par rapport au reste, mais qui retrouvent un peu plus de place par rapport au méthane. Ces résultats d'émissions, donc, en fait, ils peuvent être présentés de plein de manières différentes. Et là, le graphique que vous voyez à l'écran, c'est encore une autre manière de les présenter. Il s'agit ici de se concentrer sur les émissions azotées polluantes, qui sont donc présentées pour les différentes catégories animales, en séparant d'un côté le bâtiment, stockage et épandage en orange, et la pâture en vert. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que donc, pour l'ensemble de l'élevage, en 2022, on a en gros 10% des émissions... oui, c'est ça. Donc 8% des émissions azotées polluantes qui sont issues du pâturage, donc 82% pour le bâtiment, stockage et épandage. Et derrière ce chiffre, en fait, il y a 2 choses qui jouent.
à la fois donc, une des premières choses impactantes pour savoir où se trouvent ces émissions azotées polluantes, eh bien, c'est le temps passé à l'extérieur. Donc ça, c'est une première chose. Plus on va passer de temps à l'extérieur, eh bien, plus forcément il y aura des émissions dehors, moins il y en aura dedans. L'autre chose qui joue également dans cette répartition, c'est l'intensité des émissions au sein du coup, de chacun de ces systèmes, on va dire. L'exemple qu'on reprend classiquement pour l'ammoniac, c'est que des émissions d'ammoniac d'une vache qui est toute sa vie à la pâture, je parle de choses fictives, hein, c'est vraiment, je parle en termes de facteurs d'émission. Cette vache-là qui va être dehors toute l'année, donc au pâturage, va se retrouver avec des émissions par tête qui seront inférieures à celles d'une vache pour laquelle il y a eu des émissions de ces déjections au bâtiment, stockage et à l'épandage. Donc ça, voilà, c'est la combinaison de ces deux choses-là qui vous donne du coup cette résultante et qui nous permet encore une fois aussi de se dire que eh bien, c'est important de continuer à mieux caractériser ces émissions au bâtiment, stockage et épandage et de trouver des solutions pour essayer de les réduire puisqu'on voit qu'elles sont assez majoritaires. Là, vous avez le même graphique pour le méthane où du coup, on va retrouver la prépondérance de la fermentation entérique. Si on se concentre par exemple sur, pas par exemple, mais si on se concentre sur les bovins, eh bien donc vous avez en hachuré la partie liée à la fermentation entérique, donc on voit que ça reste très majoritaire, et donc de même au niveau de la barre élevage total, c'est bien ce poste-là qui prédomine, donc 84% du méthane émis sous forme entérique. Voilà du coup pour ces différents résultats en termes d'émissions. Et comme précisait Nadine, ce qui est important aussi, c'est de bien suivre l'azote, qui est l'élément que l'on cherche à valoriser. Exactement. Donc cet azote, en fait, on va passer un peu rapidement sur la méthodologie parce qu'elle a été déjà abordée par Pascal et Fabrice juste avant. Donc, bien sûr, on va suivre les différents postes au niveau du parcours, du pâturage, du bâtiment, du stockage et du traitement, et bien sûr de l'épandage sur le CH4, sur le protoxyde d'azote, sur l'ammoniac, et bien sûr aussi sur le N2. Donc, quand on regarde au niveau de la répartition donc, de l'excrétion, alors pour faire simple, en termes de visibilité, vous avez sur les couleurs, je dirais pleines, orange et vert. Donc, on va être sur l'azote émis sous forme gazeuse. Et puis, sur tout ce qui va être en hachuré, donc vert et orange, c'est ce qu'on va retrouver au niveau de l'excrétion, soit au niveau du bâtiment pour le orange, soit au niveau du vert pour tout ce qui est pâture et parcours. Et comme vous le disiez tout à l'heure ou à l'instant, Anaïs, en fait, on voit que selon les espèces, on a des répartitions très différentes. Et l'exemple des bovins qui vont pâturer, effectivement, fictivement, comme tu l'as précisé, si on avait des bovins qui restaient 365 jours par an à l'extérieur, cette partie-là serait pleine et pas du tout de orange, et donc on aurait un niveau d'excrétion qui pourrait être considéré comme inférieur lié au pâturage. Donc on voit qu'en fonction des conduites d'élevage, effectivement, il y a de l'excrétion au pâturage qui n'existe pas. La partie en porc sur ce qui va être en pâture est vraiment très très faible, donc invisible à l'œil nu sur ce visuel. Quand on regarde au total, on a 25% de l'azote excrété qui est émis sous forme de gaz, sous forme polluante, 9% au niveau du parcours et pâturage, et 37% au niveau des bâtiments. Donc on voit que globalement, ce graphique nous permet aussi d'avoir des idées, des leviers qui peuvent être mis en place pour réduire ces émissions. Et justement, Anaïs va nous parler des objectifs de réduction immédiate. Oui, donc effectivement, si on retourne sur ces émissions, donc l'important ici, donc ce qu'on cherche à faire, c'est mieux les caractériser, mieux les suivre, parce qu'en fait derrière, donc l'idée, ça reste de les réduire, parce qu'on est quand même tous au courant de leur impact, que ce soit sur le dérèglement climatique, la pollution atmosphérique, la santé, tous les enjeux joie, bonheur qui en découlent. Donc pour réduire ces émissions, il y a donc des engagements qui ont été pris, que ce soit au niveau international, européen ou national. Et donc là, à l'écran, vous avez deux types d'objectifs qui s'affichent. Celui à gauche, et il s'agit du coup des objectifs issus de la stratégie nationale bas carbone numéro 2.
Donc, objectifs indicatifs pour l'agriculture, ils ne sont pas contraignants. Ce sont des trajectoires proposées pour atteindre l'objectif national. Cette stratégie nationale bas carbone, elle est en cours de révision, donc on peut s'attendre à des objectifs qui soient renforcés. Après, donc, il faudra voir la déclinaison par secteur. Pour l'instant, on n'a pas de document officiel publié. Ce qu'on peut voir, donc, la courbe en vert, ce sont les émissions de l'agriculture. Les paliers verts, la courbe en bleu, j'ai dit vert, je crois. Bon. La courbe bleue, ce sont les émissions. Les paliers verts, ce sont les budgets SNBC. Et les petits points bleus, c'est la trajectoire annuelle qu'il faudrait suivre pour respecter l'objectif. C'est pas très... La courbe bleue, les paliers verts, c'est pas évident, hein. Et les petits pointillés. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, en tout cas, l'agriculture en l'état est bien dans les clous par rapport à la trajectoire qui lui a été donnée. Donc, quand on voit ça, on se demande donc qu'est-ce qui fait qu'il y a cette réduction? Et en fait, jusqu'à présent, donc, il y a des progrès qui sont faits sur des techniques de réduction. Il y a des choses qui sont faites en termes de réduction d'intensité par unité de bétail, on va dire. Mais en fait, le gros de la réduction, pour l'instant, qu'on observe, il est lié à un recul de l'activité. Donc finalement, on est dans les clous parce qu'en fait, on perd du cheptel, pour l'instant. Après, voilà, les chiffres que vous voyez s'afficher à l'écran aussi, ce sont les chiffres de l'inventaire. Donc il y a aussi des fois des techniques et des progrès qui ne sont pas forcément reflétés parce que les données ne sont pas forcément remontées, etc. Mais il n'empêche que voilà, cette réduction qu'on voit, pour l'instant, on sait que ce n'est pas forcément lié à du progrès technique. Le graphique sur la droite, ici, c'est un objectif qui est fixé pour l'ammoniac. Donc cet objectif, c'est un objectif européen qui est ensuite décliné au niveau national. Et donc là, vous voyez donc, la courbe en bleu ici, ce sont les émissions d'ammoniac de l'agriculture en France, qui pendant très longtemps ont été très stables. Et puis, on voit que là, ces dernières années, on a quand même une sacrée chute qui est liée du coup à la fois au recul du cheptel et à un recul des engrais minéraux, notamment en lien avec les prix, la guerre, tout ça. Ça faisait qu'on se retrouve avec quand même moins d'apports et moins d'émissions d'ammoniac. Pour l'ammoniac, donc il y a à la fois ce recul d'activité, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est des progrès sur les pratiques de réduction. Parce que pour le coup, sur l'ammoniac, on a quand même une sacrée palette de techniques qui sont connues et reconnues depuis pas mal de temps. Et l'avantage qu'elles soient connues et reconnues depuis pas mal de temps, c'est qu'elles peuvent être enquêtées dans les statistiques et donc suivies et incluses ensuite dans les inventaires qui sont faits. Je pense notamment à tout ce qui est matériel d'épandage, délai d'enfouissement post-épandage, sur lesquels Nadine va revenir tout à l'heure, sur lesquels en fait on voit un vrai progrès et qui ont un réel impact sur les émissions d'ammoniac. Quoi qu'il en soit, l'objectif qui a été fixé pour la France en 2030, c'est moins 13% par rapport à l'année 2005. Et en 2022, on est actuellement à moins 17%. Donc on est largement dans les clous aussi par rapport à cet objectif. Maintenant, je vais repasser la parole à Nadine qui va vous présenter l'ensemble des techniques qu'on peut mobiliser pour réduire ces émissions. Merci Anaïs. Donc en fait, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour réduire ces émissions? Eh bien, ces stratégies, elles sont différentes en fonction du poste d'émission qu'on va considérer, des productions animales, mais aussi des gaz ciblés. Alors, dans le premier poste pris en considération, bien sûr, c'est parcours pâturage et bâtiment. C'est là où tout commence, si on peut le dire. Et la base de tout, c'est finalement la stratégie nutritionnelle, puisqu'on va chercher dans cette stratégie nutritionnelle à avoir une adéquation entre les apports et les besoins. En gros, on limite le gaspillage. C'est un message qu'on entend beaucoup, que ce soit pour nourrir nos animaux ou pour nous aussi, sachant que le gaspillage alimentaire est quand même très important au niveau aussi de l'alimentation humaine. Et quand on regarde au niveau des 3 productions animales principales, eh bien, en fait, pour réduire l'excrétion d'azote, on peut agir sur la matière azotée de l'aliment, la matière azotée totale, soit en la réduisant. On a eu l'évolution des stratégies, on est passé de l'alimentation standard à l'alimentation biphase, triphase, multiphase d'une façon générale. On peut augmenter
augmenter plus drastiquement encore les MAT en ajoutant des acides aminés, ce qui va nous permettre de réduire principalement les gaz azotés. Pour les bovins, plus spécifiquement, puisque la fermentation entérique, je ne vous rappelle pas le coefficient entre les deux, les productions, les ruminants et les porcs et les volailles, augmenter le taux d'amidon et de lin dans l'alimentation va nous permettre d'agir directement sur la réduction du CH4. On a aussi d'autres techniques qui peuvent être l'utilisation d'additifs. Bien sûr, tout ça, on doit couvrir les besoins et il y a la prise en considération des coûts, parce que les acides aminés, c'est pas donné. Il y a aussi la gestion de l'air. Agir sur l'air ambiant, donc par exemple, au niveau des ports, on peut réduire la température ambiante et des récents travaux de l'IFIP ont montré que réduire la température à 18 degrés permet de réduire les émissions d'ammoniac et de méthane. On peut agir sur l'air extrait par la brumisation qui va nous permettre de baisser la température et de rendre plus confortable en période estivale l'ambiance pour nos animaux, mais en période estivale. Et puis on a aussi le lavage d'air, la biofiltration, tout ce qui va être traitement de l'air extrait, qui va agir aussi sur la réduction des émissions d'ammoniac. Il faut faire attention aux performances techniques, on ne va pas descendre à 14 degrés. Ces techniques sont plus ou moins applicables aux bâtiments existants, parce que s'il faut modifier structurellement les bâtiments, ça peut être très compliqué d'un point de vue technique, ça peut être aussi très cher. Il faut, quand on a des équipements aussi, assurer la maintenance, c'est une casquette supplémentaire pour les éleveurs, et puis bien sûr, toujours cette notion de coût. Si on regarde maintenant sur la gestion des effluents, on fait la différence entre les bâtiments fermés et les bâtiments ouverts. Sur les bâtiments fermés qui vont concerner plus principalement les porcs et les volailles, eh bien, on va essayer de réduire la durée de présence des effluents dans le bâtiment. Alors ça se fait soit avec de l'évacuation fréquente, donc qu'elle soit gravitaire ou à l'aide d'un robot, soit par l'intermédiaire de raclage à plat ou de raclage en V, tout ça pour réduire les émissions d'ammoniac. On peut aussi déplacer l'équilibre NH4+, NH3, qui va nous permettre de réduire le taux de volatilisation. C'est ce que fait la lisiothermie, en réduisant la température du lisier, en captant les calories. Donc on agit à la fois sur l'ammoniac et sur le méthane. Ou alors, on peut acidifier les lisiers, baisser le pH, donc réduire les émissions de NH3 en maintenant le NH4+. Il faut quand même prendre en considération qu'on a des bâtiments existants. Notre parc de bâtiments est relativement ancien, toute production confondue. Donc il faut pouvoir s'adapter au parc existant. Donc quand, par exemple, le raclage va être plus sur des bâtiments neufs que sur des bâtiments existants. Il y a toujours cette histoire de coût et de maintenance, mais aussi d'acceptabilité, parce que finalement, l'acidification des lisiers vis-à-vis de nos éleveurs, eh bien, c'est pas quelque chose qui est très en vogue. Si je continue sur les bâtiments ouverts, eh bien, on va être aussi sur le même principe de cette réduction de la durée de présence des effluents avec des évacuations fréquentes. Là, on parle plus sur l'élevage de bovins, un peu moins sur les porcs et puis potentiellement aussi sur des volailles avec parcours. Et puis, on peut aussi réduire les émissions en ayant une litière de qualité, c'est-à-dire que globalement, on va jouer sur le paillage en jouant soit sur la quantité de paille, soit sur la fréquence de paillage, ce qui va être aussi un élément de réduction des émissions d'ammoniac et voire des émissions d'odeur dont on ne parle pas aujourd'hui. Et je ne vais pas perdre de temps parce que j'ai déjà vu mon petit panneau. Tout ça est fonction de la disponibilité en paille, bien sûr. Vous avez vu précédemment qu'il y a quand même une prédominance des bovins et des volailles sur la production de fumier. Le fumier ne se fait pas sans paille. Donc augmenter pour certaines productions, comme par exemple le porc, la part d'élevage sur litière risque d'être difficile liée à cette disponibilité en paille. Et puis, bien sûr, aussi tout ce qui est lié au temps de travail, à l'automatisation. Il faut aussi penser au volet éleveur. On peut agir aussi sur les populations microbiennes en utilisant des additifs qui vont modifier cette population et peuvent agir sur l'ammoniac. Au niveau du stockage et du traitement, eh bien, on va, pour le stockage, limiter le contact entre le lisier et l'atmosphère par couverture des fosses. Ce n'est pas possible sur toutes les fosses. Ça a un certain coût. Il ne faut pas oublier que pour certains élevages, les élevages IED, donc soumis à la directive sur les émissions industrielles, cette couverture est obligatoire. On peut, et là on en a parlé, je ne reviendrai pas sur ce qu'a présenté Pascal précédemment, capter la production de méthane, entre autres sur les effluents bovins plus riches, pour finalement capter ce méthane produit.
Des restrictions liées à la faisabilité technique. Il ne faut pas oublier que des fois, on peut, avec l'augmentation, avec la méthanisation, augmenter la concentration en azote des effluents, donc agir à l'épandage pour gérer ce risque. Et puis, c'est aussi un nouveau poste à gérer pour l'éleveur, une nouvelle casquette. Au niveau de l'épandage, on va limiter une fois encore le contact effluent-air, c'est-à-dire qu'on va soit enfouir rapidement après épandage, soit utiliser du matériel spécifique. Et finalement, tout ça, c'est des disponibilités de matériel, c'est aussi des disponibilités de personnes, parce que quand il faut enfouir dans la foulée de l'épandage, il faut avoir le matériel nécessaire et puis le personnel aussi pour gérer ce chantier supplémentaire. Quelques points d'attention, très rapidement. C'est cet équilibre entre le bien-être et l'environnement qui est toujours une espèce de dualité. Voilà, si on augmente les surfaces par animal, potentiellement, on peut augmenter le risque d'émission de la surface liée à la contamination par les effluents. Quand on fait sortir les animaux, entre autres pour le cas des porcs, eh bien ces animaux qui vont aller à l'extérieur vont avoir des besoins d'entretien supplémentaires puisqu'on va augmenter leur activité à l'extérieur, leur contact avec le froid, etc. Donc potentiellement des baisses de performance et des augmentations d'émissions ramenées au kilo. Alors, à l'inverse, on voit que quand les bovins sont plus souvent dehors, parce qu'on a une bonne utilisation de l'azote au pâturage, on peut réduire les émissions d'ammoniac, entre autres. Un autre point d'attention, c'est la métrologie. Alors, on vous a parlé beaucoup de méthodes de calcul, mais la métrologie, c'est aussi un point important, puisque finalement, on passe pour certaines productions d'un bâtiment fermé, avec un flux de sortie qu'on maîtrise à peu près bien, à des bâtiments où, globalement, il y a des animaux dehors, des bâtiments en ventilation naturelle, etc. Donc, comme toutes ces flèches les indiquent, les émissions peuvent partir d'un peu partout. Et donc, en termes de métrologie, ça peut être très compliqué. Donc, on peut être en sur- ou en sous-estimation des émissions. Et pour finir, en duo, les messages clés. Messages clés. C'est toi qui commence. Ah, ok, d'accord. Alors, donc... Donc, les chiffres à retenir. Pour le méthane, l'élevage contribue à hauteur de 70%. Pour l'ammoniac aussi. Et pour le N2O, on est plutôt sur 25%. Dans les différentes productions animales, ce sont les bovins qui sont les principaux contributeurs. Deuxième message clé. Les émissions sont suivies et comparées à des objectifs de réduction que vous a présenté Anaïs. C'est fixé au niveau national. C'est écrit trop petit là, pour que je puisse le lire. Donc, pour atteindre ces objectifs de manière efficace, il y a une palette de pratiques, je vous ai présenté rapidement, qui peuvent être adaptées en fonction des productions, des postes d'émission et des gaz à cibler. Au-delà du périmètre, on n'a pas abordé ici, mais si vous allez consulter la fiche 8, vous verrez qu'il y a d'autres indicateurs qui sont présentés, notamment un indicateur sur l'analyse d'un cycle de vie, où du coup dedans est prise en compte d'autres impacts, notamment en lien avec l'alimentation. Donc on vous invite à aller consulter cette fiche pour compléter votre compréhension de notre présentation. Et le dernier message clé, et pareil, Anaïs vous en a parlé au début, il vous a sensibilisé par rapport à l'année des données, la façon dont c'est calculé, etc. Il ne faut pas oublier que ces chiffres clés sont donnés à un instant T, ils sont révisés au fil du temps. Pas de bouleversement à prévoir, mais des modifications quand même, avec des mises à jour qui pourraient, dans certains cas, être impactantes. Merci de votre attention.